Le premier concert depuis des mois, c'est Indochine qui le donne et c'est à l'Accor Hotel Arena de Paris. Retour sur les traces de Napoléon 200 ans après sa mort avec une grande exposition à La Villette. Et puis après des années de travaux, le musée Carnavalaire ouvre ses portes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche. C'est un événement attendu depuis des mois et pas seulement par les fans du groupe. Indochine se produit ce samedi pour un concert exceptionnel devant 5000 petits chanceux triés sur le volet. Il s'agit du premier concert test annoncé par le gouvernement. L'occasion d'écouter enfin de la musique live tout en observant scientifiquement les risques de propagation du Covid. Les précisions de Védi Cabal. Revenir dans un concert, chanter et danser debout sans distanciation comme ici à Barcelone en avril. En France, ce sera possible dès samedi soir avec le groupe Indochine à Bercy. Depuis le début de l'après-midi, les fans qui veulent assister au concert subissent un test PCR sur le lieu même de l'événement. Négatif. Ça faisait plus d'1 an que j'étais pas venue à Bercy, donc même pour faire un test PCR, je suis contente d'être là. C'est un moyen aussi pour nous, jeunes, amusants, de participer à cette fin de crise sanitaire. L'opération dure 3 jours, le temps nécessaire pour s'assurer que tous les volontaires sont négatifs. L'étape suivante, c'est le concert, samedi. 5000 spectateurs debout, sans distanciation sociale, avec des caméras de surveillance pour vérifier que tout le monde est bien masqué. On voudrait savoir si le fait de participer à un concert, d'être venu samedi soir dans une configuration debout, sans distanciation physique, à 5000, a généré ce qu'on appelle des clusters de transmission ou des foyers épidémiques. Les spectateurs subiront un prélèvement salivaire le jour J, puis un nouveau test 7 jours plus tard. 2500 personnes supplémentaires qui auront subi les mêmes tests constitueront un groupe témoin. Elles regarderont l'événement chez elles. Les résultats de l'expérience permettront d'organiser les concerts de la rentrée. Pour l'été, il est trop tard. Ce que nous faisons là, on aura des résultats d'ici fin juin. Les festivals d'été auront déjà décidé de la manière dont ils pourront exister. Et majoritairement, ils seront plutôt en configuration assise. Par comparaison, 4 concerts ont été organisés en Grande-Bretagne début mai, avec des tests avant, pendant, après, mais sans masque. 13 000 spectateurs au total et seulement une dizaine de contaminations recensées. Il y a 200 ans, Napoléon s'éteignait. C'est l'occasion de revenir sur la vie de Bonaparte, de sa naissance en Corse à son couronnement comme empereur, en passant par les guerres qu'il mena ou l'esclavage qu'il rétablit. Splendeur et misère de Napoléon sont à découvrir à la Villette à Paris jusqu'au 19 décembre. C'est une vieille dame qui somnole habituellement au château de Versailles. Elle s'appelle la Victoire. En 1810, cette berline d'apparat fait partie du cortège nuptial de l'empereur et de son épouse Marie-Louise. Arrivée à la grande halle de la Villette à Paris, ce sera l'une des stars de l'exposition Napoléon. Un peu plus loin, Bonaparte, franchissant le Grand Saint-Bernard, tableau commandé au peintre David par Napoléon, qui a pris quelques libertés avec la vérité historique. Il a traversé, paraît-il, les Alpes sur un mulet, en fait, qui était une monture beaucoup plus adaptée à la situation. Mais évidemment, pour son image, il faut qu'il soit sur un cheval. Et il a demandé lui-même, en fait, à être représenté calme sur un cheval fougueux. 200 objets, un décor fastueux, des reconstitutions. L'exposition se veut spectaculaire pour montrer la grandeur napoléonienne, tout en évoquant les côtés moins glorieux du personnage. Le document original, signé de Bonaparte, qui rétablit l'esclavage. Esclavage, liberté, droits des femmes. Des historiens apportent leur éclairage aux visiteurs par écran interposé. À l'autre bout de l'exposition, on plonge dans les guerres napoléoniennes. Canons, grenadiers, chevaux. Une immersion sur un champ de bataille grandeur nature. Tous ces objets, aussi beaux soient-ils, quand on les présente tels quels, les gens ne les comprennent pas. Ils ne savent pas, ce sont des objets inanimés, et donc les multimédias, ce film que vous voyez, cet extrait du film de colonel Chabert avec cette magnifique charge de cavalerie à Eylau, permet de mettre en scène, de donner vie aux collections que vous voyez présentées ici. Loin du tumulte, Vincent Cochet. Il s'occupe de la garde-robe de l'empereur. C'est une des redingotes de l'empereur Napoléon Ier. L'étoffe est de très très belle qualité. C'est un drap de laine très très fin et en même temps assez simple avec, vous voyez, ces boutons pas décorés. Indissociable de la redingote,
le bicorne. Il faut un petit peu le redresser, ouais, comme ça. Et pour Grégory Spourdos, nul besoin de voir en dessous le visage de Napoléon. Il a su, grâce à ce chapeau, se construire une silhouette unique, reconnaissable parmi tous déjà à l'époque, mais aussi même aujourd'hui dans le monde entier. Tout le monde reconnaît Napoléon avec ce chapeau. Napoléon, génie de la communication avant l'heure, ou comment un couvre-chef en poil de castor a contribué à faire du Petit Corse une figure légendaire. Cela faisait 4 ans qu'il était en travaux. Le musée carnavalet rouvre enfin ses portes, pile à temps pour le déconfinement des lieux culturels. Installé dans un hôtel particulier du XVIe siècle, dans le Marais, le musée de l'histoire de la ville de Paris a été remis aux normes et réorganisé pour offrir une meilleure lisibilité de ses collections. Mandy Eshmati s'y est rendue pour nous. Paris de la préhistoire à aujourd'hui. C'est le parcours proposé par le musée Carnavalet pour sa réouverture après 4 ans de rénovation. Le plus ancien musée de la ville, situé au cœur du Marais, raconte l'histoire de la capitale à travers les époques. Il possède une collection de 625 000 œuvres et objets. Les travaux visaient d'abord à magnifier l'édifice. Les façades de la cour des Drapiers ont été restaurées. La rénovation du bâtiment le rend plus accessible à tous les publics grâce à des ascenseurs. Ce musée, il avait un charme, il était très beau, une poésie qu'on a essayé de ne pas rompre, mais il avait des inconvénients, dont un inconvénient majeur, c'est qu'il était pratiquement inaccessible aux personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire non seulement les personnes en fauteuil roulant, mais les personnes âgées qui avaient des difficultés à se déplacer. Ça rendait ce musée assez rebutant de ce point de vue-là. Seulement la moitié des surfaces étaient réellement accessibles. Aujourd'hui, c'est 100% des surfaces. Les plus jeunes aussi pourront apprécier la visite. Signalée par des ballons, certaines œuvres ont été placées à hauteur d'enfant. L'identité du lieu reste la même. Le visiteur peut toujours y trouver la mythique chambre de Proust dans laquelle l'écrivain rédigeait ses livres, ou encore le soulier de Marie-Antoinette. Petite nouveauté, le parcours suit désormais une certaine chronologie. Auparavant, on avait des espaces qui étaient imbriqués, on passait d'une section à l'autre, on perdait le fil chronologique. Maintenant, après les espaces d'introduction dans lesquels nous nous situons, on descend au sous-sol et on commence l'histoire de Paris à la préhistoire et on peut, par le parcours de visite, suivre toute cette histoire jusqu'à nos jours. En bas, une cave des squelettes, une partie Moyen-Âge où les curieux pourront retrouver des vitraux d'époque, à côté de vestiges de la Renaissance. À l'étage, des représentations d'hôtels du XVIIIe siècle, des peintures de la Révolution ou encore des soirées des années folles et des affiches de la Libération. L'exposition se termine sur des clichés d'un Paris moins joyeux, l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, la foule devant l'incendie de Notre-Dame en 2019 et les rues désertes du premier confinement. Direction Bordeaux à présent pour Mémoria, récit d'une autre histoire. L'exposition fait la part belle à cette mémoire collective composée de récits, questionnements, expériences issues de nos mémoires intimes. Des mémoires révélées à travers les œuvres de 14 artistes africaines qui parlent de leur vision du continent, de son histoire et ses diasporas. C'est un reportage de Natacha Milray et Armelco. Fil rouge de cette exposition, la mémoire. Et plus précisément ici le lien du sang. Dans cette œuvre magistrale, l'artiste sud-africaine Marie Sibandé rend hommage aux femmes de sa famille. Elle les sublime telles des superwomen. Un fil rouge qui convoque aussi l'histoire avec un grand H, celle d'un passé esclavagiste et sanglant. Marie Sibandé nous raconte en réalité l'histoire de l'Afrique du Sud et en particulier la condition des femmes pendant l'apartheid. Donc on voit bien effectivement qu'on peut passer d'un sujet intime à un sujet historique de plus grande ampleur, un sujet historique collectif, de manière assez non seulement naturelle, mais surtout pleine de sens. Tout au long du parcours, le visiteur est invité à se questionner sur le lien entre l'histoire et la mémoire des événements. Pas de vérité absolue, les œuvres très engagées offrent toute la possibilité d'un contre-récit, une lecture démystifiée de certains pans de l'histoire. Dalila Daléas Bouzar est une peintre algérienne. Princesse, cette série de 12 portraits revisite des photos prises en 1960 par Marc Garanger, photographe de l'armée française à la fin de la guerre d'Algérie. Je voulais changer le statut de ces femmes
les passer de ce statut de victime de la guerre. Je voulais leur rendre leur dignité. Moi, en tant qu'Algérienne, cet héritage de victime, je le refuse. C'est aussi une manière de dire qu'un événement, on peut toujours le voir de plusieurs manières. Une invitation à la réflexion qui devient source d'apaisement, source d'inspiration aussi, comme une voie à suivre pour éclairer l'avenir. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se quitter tout de même avec quelques images supplémentaires, celles du grand jeu, des photographies d'Henri Cartier-Bresson exposées à la BNF. 5 co-commissaires, comme la photographe Annie Leibovitz ou le réalisateur Wim Wenders, ont choisi chacun une 50aine d'images de l'artiste et les ont mises en scène indépendamment, comme 5 expositions parallèles à découvrir jusqu'au 22 août à Paris. À très bientôt sur France 24.